petit ami depuis 8 ans prévoyait d'épouser la femme que ses parents avaient choisie, mais il n'a suffi que d'un seul jour pour qu'il revienne en rampant après avoir découvert qu'il se retrouverait sans mon argent. Quand il est sorti de la maison en pensant que je ne savais rien, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à agir. En silence. Sans cri, sans scène. Juste de la stratégie. Et à la fin de la soirée, il a découvert que tout ce qu'il valorisait le plus ne lui appartenait déjà plus. Mon petit ami et moi étions ensemble depuis 8 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble à l'université, depuis, nous étions inséparables. Au fil des années, nous avons traversé beaucoup de choses en tant que couple. Nous avons affronté certains des moments les plus difficiles de la vie, comme lorsque j'ai perdu ma mère, lorsqu'il a perdu sa grand-mère et même lorsque nous avons partagé la douleur d'une fausse couche. Nous avons également traversé des difficultés financières, surtout pendant les périodes de chômage. La plupart du temps, c'était lui qui perdait son emploi, généralement à cause de son tempérament difficile, et je devais intervenir pour nous soutenir tous les deux. Je l'ai aidé à maintes reprises avec de l'argent, j'ai payé ses factures et j'ai même acheté des choses qu'il voulait ou dont il avait besoin. Je faisais aussi de mon mieux pour cuisiner pour lui et prendre soin de lui de toutes les façons possibles. J'ai fait tout cela non pas parce que c'était une obligation, mais parce que je l'aimais vraiment et que je tenais profondément à lui. C'est pourquoi vous pouvez imaginer à quel point j'ai été choquée et dévastée lorsque j'ai découvert que mon petit ami prévoyait d'épouser une autre femme, une femme que ses parents avaient choisie. Pour donner un peu de contexte, nous venons de religions différentes. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais il vient d'une culture où les parents ont une grande influence sur le choix du conjoint de leurs enfants. Dans de nombreux cas, ce sont eux qui décident si quelqu'un est approprié en fonction de la religion, des antécédents familiaux et d'autres valeurs traditionnelles. Mais quand nous nous sommes rencontrés, tout semblait différent. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait seulement être avec moi. Il a promis qu'il parlerait à ses parents et les amènerait à comprendre notre relation. Il m'a dit qu'il se battrait pour nous, qu'il les convaincrait de m'accepter, quoi qu'il en coûte. Je l'ai cru parce que je lui faisais confiance, et parce que tout ce que nous avions construit au fil de ces années me paraissait si réel et solide. Cependant, avec le temps, il est devenu de plus en plus clair que ses parents ne m'acceptaient pas. Ils ont montré, à maintes reprises, qu'ils ne m'aimaient pas et qu'ils ne voulaient pas que leur fils soit avec quelqu'un comme moi. Et ce n'était pas subtil, et se le laissait transparaître à travers leurs attitudes et leurs paroles. Il y a eu de nombreuses réunions de famille et des événements importants auxquels j'ai été complètement exclue, ou pour lesquels je recevais une invitation à la dernière minute. Et même quand j'y allais, je n'étais pas traitée avec gentillesse. Je me sentais comme une étrangère, comme si je n'appartenais pas à cet environnement, peu importe combien j'étais polie ou respectueuse. Sa mère n'a jamais reconnu publiquement que j'étais la petite amie de son fils. Même après toutes ces années, c'était comme si j'étais invisible dans sa vie quand il s'agissait d'elle. J'ai entendu ces conversations avec des amis et des membres de la famille où elle se référait à moi comme à une compagnie temporaire, comme si je n'étais qu'une phase passagère et non quelqu'un avec qui il partageait sa vie depuis près d'une décennie. Elle disait des choses comme « il finira par trouver le bon chemin ». Et, bien que je ne sache pas exactement ce qu'elle voulait dire par là, je ne peux que présumer que, pour elle, être avec moi était d'une certaine manière faux ou honteux. Pourtant, au fil des années, j'ai donné de nombreux signes à mon petit ami que j'aimerais qu'il me demande en mariage. Je ne l'ai jamais directement mis sous pression, mais j'ai laissé entendre, à ma manière, que j'espérais que nous franchissions cette étape. Et, chaque fois, il ignorait et disait quelque chose comme « on est bien comme ça. On n'a pas besoin de se marier pour prouver notre amour. » Au début, j'ai accepté cela. Je me suis dit que le plus important, c'était l'amour que nous partagions et la vie que nous étions en train de construire ensemble, pas une bague ou une cérémonie. Mais, avec le temps, mes sentiments ont commencé à changer. J'ai vu beaucoup de mes amis se fiancer, se marier, entamer de nouvelles étapes de leur vie. J'ai assisté à leur mariage, j'ai fêté avec elles, et j'ai suivi la construction de leur foyer et de leur famille. J'ai commencé à réaliser que moi aussi, je voulais cela. Je veux m'installer, ressentir de la sécurité dans ma relation, être l'épouse de quelqu'un et pas seulement la petite amie de longue date qui vit dans l'espoir éternel de quelque chose de plus. Malgré tout ça, mon petit ami a toujours évité ce sujet. Peu importe le temps qui passe ou la force apparente de notre relation, il n'y a jamais de progrès.
Et plus le temps passe, plus je me demande s'il a vraiment eu cette intention un jour. Je dois l'admettre, tout cela a commencé à me rendre très insécure. Ces derniers temps, j'ai remarqué des changements dans son comportement que je ne peux plus ignorer. Depuis environ un mois, il est collé à son téléphone, toujours en train de naviguer ou d'envoyer des messages, mais, quand j'appelle ou que j'écris, il met souvent du temps à répondre, ou il ne répond tout simplement pas. C'est confus et frustrant, parce que s'il est toujours sur son téléphone, pourquoi ne peut-il pas prendre une seconde pour me répondre? Le plus étrange, c'est qu'il est au chômage depuis quelques mois, donc, en théorie, il devrait passer la majorité de son temps à la maison. Pourtant, il passe de plus en plus de temps dehors, sans donner d'explication claire. Quand il est à la maison, il joue aux jeux vidéo ou reste complètement fermé sur lui-même. Je lui demande ce qu'il fait, mais ses réponses sont vagues, évasives. Quelque chose ne va pas, c'est évident. Ces derniers temps, il rentre fréquemment tard le soir. Et chaque fois que je demande où il était, il répond simplement « J'étais avec des amis ». C'est tout. Et c'est là que j'ai su que quelque chose clochait. D'habitude, quand il sort avec ses amis, il n'arrête pas d'en parler. Il raconte ce qu'ils ont fait, où ils sont allés, même les petites bêtises qui se sont passées. Mais maintenant, c'est comme s'il cachait délibérément tout. Aussi fort que j'essaie de lui donner le bénéfice du doute, il est difficile d'ignorer ce nœud à l'estomac, cette intuition qui hurle qu'il se passe quelque chose. Tout cela, les sorties nocturnes, les secrets, la froideur, a commencé à me donner l'impression de vivre avec un étranger. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on parle d'un homme que j'ai aimé pendant des années, pour qui je me suis battue, que j'ai soutenu en tout, et qui, maintenant, me fait remettre en question toute notre histoire. Jusqu'à ce qu'une nuit, il rentre ivre et s'écroule sur le lit. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre, j'ai pris son téléphone pendant qu'il dormait. À ma grande surprise, je n'ai pas pu le déverrouiller. Il avait changé le code, et ne m'en avait pas parlé. Rien que ça a suffi à intensifier mes soupçons. J'ai mis du temps, mais j'ai fini par découvrir le code. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. En fouillant ses messages, j'ai trouvé une conversation avec une autre femme. Des messages clairs, évidents, il me trompait. J'ai découvert qu'il parlait depuis 3 mois exactement depuis le moment où j'avais remarqué le changement dans son comportement. D'après les échanges, j'ai compris que leurs parents se connaissaient déjà. Et non seulement ils étaient au courant de la relation, mais ils l'approuvaient. J'étais au bord de l'effondrement. Cet homme, mon petit ami, que j'ai aimé, soutenu et accompagné pendant 8 longues années, non seulement m'a menti, mais m'a trompé en pleine conscience. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. C'était un mensonge à tous les niveaux. Pendant que j'attendais et espérais qu'il s'engage avec moi, lui planifiait une vie avec une autre femme. Ce qui a rendu les choses encore pires, ce qui m'a réellement brisé à l'intérieur, c'est de réaliser à quel point j'avais investi dans cette relation. Il vivait dans la maison que je paye, mangeait la nourriture que je cuisine, jouait sur les consoles et s'amusait avec des jeux achetés avec mon argent, tout cela en faisant semblant que tout était normal. Comme si je ne signifiais rien. Il me profitait, bénéficiait de mes soins, de mon amour, tout en construisant en secret un avenir avec une autre femme derrière mon dos. Ça a fait tellement mal de comprendre que, clairement, je ne comptais pas pour lui. Et, à ce moment-là, j'ai compris de manière brutale que je n'avais jamais rien représenté pour lui, du moins pas de la façon dont je le croyais. Toutes ces années. Tout cet amour. Tout ce soutien. Tous ces soins. Rien de tout cela n'avait de valeur pour lui. Il prévoyait de me quitter comme si j'étais jetable. Comme si je n'étais qu'une étape, en attendant que quelque chose de mieux se présente. Et le pire, c'est qu'il préparait tout cela depuis des mois, juste sous mon nez, en faisant semblant que tout allait bien entre nous. Mais je n'ai pas laissé mes émotions prendre le dessus. C'était le moment d'agir avec sang-froid. J'ai pris des captures d'écran de tous les messages et photos entre lui et l'autre femme. J'ai tout envoyé sur mon propre téléphone comme preuve non seulement pour moi, mais aussi au cas où j'en aurais besoin un jour. Ensuite, j'ai remis soigneusement son téléphone exactement comme il était, sans laisser de traces que je savais quoi que ce soit. Depuis cette nuit-là, j'essaie d'agir comme si de rien n'était. Je fais un énorme effort pour contrôler mes émotions. Mais à l'intérieur, tout a changé. Aujourd'hui,
Quand je le regarde, je ne ressens que du ressentiment. Chaque fois que je le vois affalé sur le canapé de la maison que je finance, en train de manger la nourriture que je prépare, faisant semblant de n'avoir rien fait de mal, quelque chose en moi bouillonne. Je veux qu'il ressente ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'il m'a causée. Je veux qu'il comprenne ce que c'est que d'être utilisé, trahi, trompé. C'est un lâche répugnant. Un perdant égoïste et pathétique qui a tout aspiré de ce que je lui ai offert, sans jamais se battre pour me donner ce que je méritais en retour. Mise à jour 1. J'ai passé pas mal de temps à lire les commentaires, surtout un très drôle à propos de la chaise. Et même si je pense que c'était une blague à cause des problèmes juridiques que cela pourrait causer, c'était bien une plaisanterie, non? Quoi qu'il en soit, ça m'a fait rire. Et j'avoue que j'aimerais pouvoir le faire sans conséquence. Je vais profiter de cette mise à jour pour répondre à certaines questions qui sont revenues. Depuis combien de temps tu sais? Depuis quelques jours. Mais j'attends encore le bon moment parce que, quand je ferai ce que j'ai à faire, je dois m'assurer qu'il soit encore là. Vous comprendrez bientôt. Tu as parlé avec l'autre femme? Non. Pas encore. Pour l'instant, mon objectif est de gérer les choses avec lui. Je ne sais pas à quel point elle est au courant ou si elle se fait aussi manipuler, mais, pour l'instant, ma priorité est de me protéger et de sortir de ce désastre de la façon la plus intelligente possible. Honnêtement, je ne vais pas bien. Je ressens de la colère, de la tristesse, de la trahison et une sorte d'incrédulité qui m'empêche de dormir. Et le pire, c'est que, il y a une magnifique chaise ici à la maison, avec son nom gravé dessus. Je promets de poster une autre mise à jour bientôt dès que j'aurai décidé quoi faire ensuite. Mise à jour 2. Je crois qu'il est temps de libérer ma vengeance. Il est temps de lui montrer tout ce qu'il va perdre pour m'avoir trahi et jeté de côté. Assez d'être utilisé. J'ai pris au sérieux vos conseils et j'ai commencé à élaborer un plan pour quitter mon ex une bonne fois pour toutes. La première chose que j'ai faite a été de reprendre le contrôle de mes finances. J'ai retiré toutes les cartes bancaires de son accès et immédiatement changé tous mes mots de passe et codes PIN afin qu'il ne puisse plus accéder à mes comptes ni dépenser un centime de plus de mon argent. J'ai aussi annulé tous les abonnements et services à mon nom qu'il utilisait. Celui de la Xbox va faire mal. Fini le divertissement gratuit ou les avantages payés par mois. De plus, j'ai décidé de confisquer toutes les choses que je lui avais offertes, comme les consoles. Qu'il en demande une nouvelle à sa petite copine. Ou mieux, qu'il se trouve un travail et les achète par ses propres moyens. Je m'étais déjà retiré complètement de tout ce que je faisais par amour. Depuis que j'ai découvert la trahison, j'ai arrêté de nettoyer, de cuisiner en prétextant que je ne me sentais pas bien. Je me contentais de préparer vite fait ce qu'il restait dans le frigo. C'est alors qu'il a commencé à remarquer les changements. Il a commencé à me demander pourquoi je ne cuisinais plus, pourquoi les abonnements avaient été annulés, ce qui se passait. J'ai décidé de ne pas le confronter directement. Je savais que ce serait inutile. C'est un maître dans l'art de tout déformer, un menteur habile et un expert de la manipulation. J'avais déjà vécu ça à plusieurs reprises. Je pointais un vrai problème, et il le retournait contre moi, niait tout ou me faisait croire que c'était dans ma tête. Je n'allais pas lui donner une chance de plus de me manipuler. Cette fois, je ne voulais pas de réponse. Je ne voulais pas de clôture. Je créais ma propre clôture, selon mes propres termes. Le week-end dernier, quand il est sorti de la maison pour voir ses amis, comme il le faisait toujours, je n'ai rien dit. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas discuté. Je savais déjà exactement où il allait. J'étais certaine que c'était pour voir l'autre femme. Mais cette fois, au lieu de laisser la souffrance me consumer, j'ai fait mon coup. Dès qu'il a franchi la porte, je suis passée à l'action. Je suis allée directement dans la chambre et j'ai commencé à emballer toutes ses affaires, vêtements, chaussures, objets personnels. Rien de ce que j'avais acheté et que je pouvais revendre pour récupérer une partie de mon argent n'est resté. Tout ce qui lui appartenait et occupait mon espace est allé droit dans les cartons. Je ne me suis même pas donné la peine d'être soigneuse, j'ai entassé comme j'ai pu, en privilégiant mon temps et non la sécurité de ces bricoles. Quand tout a été emballé, j'ai sorti les cartons et les ai laissés rangés devant la maison. Mais je n'avais pas encore terminé.
J'avais déjà imprimé les captures d'écran des messages et photos entre lui et l'autre femme, celle que je m'étais envoyée cette fameuse nuit. J'ai mis les copies imprimées sur les cartons, pour ne rien avoir à dire. Je voulais qu'il voie de ses propres yeux. Je voulais qu'il sache que je savais. Que j'étais au courant de tout. Qu'il n'était plus le bienvenu chez moi ni dans ma vie. Après avoir laissé les preuves de la trahison et ses affaires dehors, je savais qu'il fallait aussi m'assurer qu'il ne puisse pas rentrer comme si de rien n'était. J'ai appelé un de mes amis proches, quelqu'un qui connaît toute mon histoire, chaque détail de ce que j'ai vécu ces dernières années. Sans hésiter, il est venu et m'a aidé à changer les serrures. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il est juste arrivé avec ses outils et s'est mis à travailler pendant que je sortais les cartons un à un. Il a trouvé tout ça hilarant. Il a même proposé de m'acheter une des consoles. Quand la nuit est tombée, tout était déjà fait, serrure changée, affaire dehors et ma vengeance accomplie. Je savais qu'il reviendrait, probablement ivre, comme tant d'autres fois. Et ça rendait tout encore plus intéressant, parce qu'il devrait essayer de transporter les cartons avant que quelqu'un ne les prenne. On n'habite pas dans un quartier dangereux, mais je ne courais pas le risque que quelqu'un vole son slip troué, qui, soyons honnêtes, était la seule chose de valeur qu'il possédait vraiment. Et, comme prévu, il est arrivé en titubant jusqu'à la porte, essayant de l'ouvrir avec son ancienne clé. Quand il a compris que ça ne marchait pas, il a commencé à frapper à la porte, à m'appeler, à crier mon nom, à exiger que j'ouvre. Il a mis un moment avant de comprendre que le problème n'était pas l'alcool, mais la clé. La serrure avait été changée. Alors il a commencé à hurler, à m'insulter, à demander ce qui se passait. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Je lui ai seulement dit de regarder à côté, que là se trouvait toute l'information dont il avait besoin. Peut-être était-il tellement ivre qu'il n'a pas vu tout de suite. Au début, il semblait confus. Il regardait les cartons sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Et moi? Je n'ai pas dit un mot. Alors, il a commencé à fouiller dans les cartons et à demander pourquoi certaines de ses affaires étaient dehors. Il ne comprenait toujours pas. Il n'avait même pas remarqué les captures d'écran. Alors je lui ai donné un indice, j'ai mentionné qu'il y avait quelque chose à lire là-dedans. Il était plus perdu que quelqu'un dans une salle d'escape game. Et quand il a enfin compris et réalisé qu'il ne récupérerait pas ce qui manquait, il a paniqué. Il aurait peut-être pu vivre sans vêtements, mais sans ses jeux vidéo? Impossible. Il s'est mis à crier, à me demander d'ouvrir la porte pour qu'on parle face à face, mais je n'allais pas ouvrir. Je n'allais pas le laisser entrer ivre, puant une autre femme, et encore moins lui donner la chance de récupérer quoi que ce soit. Il a continué à hurler, oscillant entre la colère et le désespoir, jusqu'à ce qu'il comprenne que je ne céderais pas. Il a appelé un ami pour l'aider à transporter les cartons ou presque tous et il est parti. Le lendemain matin, il est revenu pour récupérer ce que son ami n'avait pas pu emporter. Je ne sais pas s'il a tout pris. Je l'ai observé depuis la fenêtre, en silence. Il a essayé une nouvelle fois de me faire parler, de me faire dire quelque chose, n'importe quoi. Mais je l'ai totalement ignoré. Cette fois, il était sobre, quoique probablement avec une sacrée gueule de bois, et, à son ton, il semblait avoir réfléchi à tout. Il a crié de l'autre côté de la porte qu'il était pratiquement obligé d'épouser l'autre femme. Comme s'il n'avait pas eu le choix. Il a dit qu'il aurait voulu être honnête avec moi, qu'il avait eu peur de me perdre. J'ai ri intérieurement. Pathétique. La vérité, c'est qu'il n'a jamais eu peur de me perdre quand il dormait avec moi tout en trompant avec une autre. Ce qu'il craignait réellement, c'était de perdre les privilèges, mon argent, mes soins, mon foyer. S'il m'avait vraiment respecté, il m'aurait dit la vérité. Il m'aurait affronté, m'aurait laissé décider quoi faire. Mais non. Il a choisi la trahison. Il a choisi de mener une double vie, pleine de mensonges. Et ce genre de trahison, ce n'est pas de l'amour, c'est du pur égoïsme. Depuis ce jour-là, il n'a pas arrêté d'essayer de me parler. Il a laissé plusieurs messages vocaux. Envoyé des dizaines de textos. Il espérait probablement que je réponde, que je l'écoute, que je lui donne une seconde chance. Je les ai tous ignorés. Ensuite, j'ai bloqué son numéro pour être sûr qu'il ne puisse plus me contacter. C'est alors qu'il a commencé à utiliser les téléphones de ses amis pour m'envoyer des excuses. Je les ai bloqués aussi.
Mise à jour 3. Ce mois-ci, non seulement j'ai rompu avec mon ex et coupé tous les liens, mais j'ai aussi franchi une nouvelle étape. J'ai décidé de contacter l'autre femme et de tout lui dire. Ce n'était pas par vengeance. Je l'ai fait parce qu'elle méritait de connaître la vérité, tout comme j'aimerais que quelqu'un me prévienne si j'étais à sa place. La vérité, c'est que je ne savais même pas si cette femme connaissait mon existence. Encore moins que j'avais été sa petite amie pendant les 8 dernières années. Alors je suis allé droit au but, je lui ai envoyé un message sur les réseaux sociaux. Je lui ai expliqué qui j'étais, depuis combien de temps nous étions ensemble, comment nous vivions sous le même toit depuis des années et comment j'avais découvert leur relation. J'ai joint les captures d'écran, toutes les preuves, et j'ai envoyé un texte honnête et calme, exposant la situation. J'ai laissé entre ses mains ce qu'elle déciderait de faire de cette information. Je ne voulais pas créer de drame. Je voulais seulement jeter un peu de lumière sur quelque chose qui était resté trop longtemps dans l'ombre. Et vous savez ce que j'ai découvert ? Mon ex lui avait aussi menti. Elle n'avait aucune idée de mon existence. Il lui mentait autant qu'à moi. Elle ne savait pas qu'il était en couple depuis longtemps, qu'il vivait avec moi, qu'il construisait une vie avec moi. D'après ce qu'elle m'a dit, il prétendait être célibataire et vivre chez ses parents. Ses propres parents avaient soutenu ce mensonge pour tromper la jeune femme. Elle m'a remercié. Elle a dit qu'elle allait immédiatement parler à ses parents et tout leur raconter. Et que le mariage serait annulé. Après des années à être trompée, manipulée et traitée comme si je ne valais rien, savoir qu'il ne s'en sortirait pas impuni m'a apporté un certain soulagement. Cette toile de mensonges soigneusement tissée était en train de s'effondrer. Il pensait pouvoir tromper, mentir et mener une double vie sans jamais être découvert. Mais il s'est trompé. Et même si rien n'effacera la douleur qu'il m'a causée, j'ai l'impression d'avoir trouvé une forme de clôture, surtout parce que je sais que j'ai peut-être aidé une autre femme à ne pas souffrir autant que moi. Ah, et avant que j'oublie, j'ai déjà vendu presque toutes ses affaires. Cela m'a permis de récupérer au moins une partie de l'argent que j'avais investi en lui toutes ces années. Une semaine s'est écoulée depuis ma dernière mise à jour, et il semble que l'autre femme ait tenu parole, car mon ex est revenu devant chez moi ivre et suppliant une seconde chance. Il criait qu'elle l'avait quitté, que sa famille était furieuse qu'il ait ruiné ce qu'il considérait comme un engagement approprié. Il a commencé à hurler qu'il s'en fichait, qu'elle n'avait jamais compté, qu'elle n'était qu'une distraction. Et puis, comme dans un scénario prévisible, son discours a complètement changé. Il a commencé à dire que j'avais toujours été l'unique et véritable amour de sa vie. Qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Que j'étais la seule personne qui le comprenait vraiment. Je n'ai cru à pas un mot. Il était là, dehors, à genoux, suppliant que je le laisse entrer. Désespéré, disant tout ce qu'il pensait pouvoir me faire céder. Cette fois, il a tout juré. Il a même promis qu'il me demanderait enfin en mariage, comme si cela pouvait effacer des années de mensonges, les dégâts émotionnels, ou le fait qu'il ne faisait ses promesses que maintenant que tout s'était écroulé. Mais je l'avais déjà prévenu. Et, cette fois, j'ai tenu parole. J'en avais assez du harcèlement, des cris, de son refus d'accepter que ce chapitre de ma vie était clos. Alors, j'ai appelé la police. J'ai expliqué la situation calmement et laissé les autorités faire ce qu'il fallait. Le voir être emmené, criant mon nom, essayant encore de me manipuler pour que je le « sauve », a été libérateur. Et oui, j'avoue, c'était satisfaisant. Quelques heures après l'arrestation, ses parents ont commencé à m'appeler. Sa mère, comme toujours, a été la plus théâtrale. Elle m'a appelée en hurlant, furieuse, exigeant de savoir comment j'avais osé faire arrêter son petit garçon chéri. Elle agissait comme si j'avais fait quelque chose d'horrible. Comme si je devais le laisser hurler devant ma porte sans conséquence. Comme si je n'avais pas passé des années à prendre soin de lui, à payer les factures, à cuisiner, et à supporter sa froideur, ses mensonges, son manque de respect constant. Cette fois, je ne me suis pas tue. J'ai crié en retour. Fini la femme polie qui essayait de plaire. J'en avais assez d'essayer d'être acceptée par des gens qui n'avaient jamais apprécié qui j'étais. Alors j'ai dit exactement ce que je pensais. Tout. Sans filtre. Je lui ai dit qu'elle avait élevé un lâche. Un menteur. Un profiteur. Un homme qui avait trompé, manipulé et profité de quelqu'un qu'il aimait de tout son cœur.
Je lui ai dit qu'elle faisait partie du problème. Qu'elle avait passé des années à justifier son comportement, à l'encourager à se cacher derrière la culture et des excuses alors qu'en réalité, elle aurait dû lui apprendre à être un être humain décent. J'ai été claire, je ne me souciais plus de son approbation. Je n'en avais jamais eu besoin. Et maintenant, encore moins. Je lui ai dit qu'entre son fils et moi, c'était fini pour toujours. Je lui ai ordonné de rester loin de moi, d'emmener son jugement et son hypocrisie au loin, et j'ai raccroché. C'était libérateur. Bien plus que je ne l'imaginais. Mise à jour 4. 4 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses se sont passées depuis. Malheureusement, même après tout ça, mon ex n'a pas cessé de me harceler. Malgré tous les blocages, malgré les avertissements clairs que je ne voulais aucun contact, il continuait à essayer. Il apparaissait près de mon travail, laissait des messages depuis des numéros aléatoires, tournait encore autour de moi. Ça ne ressemblait plus à de l'amour. Ça ressemblait à de l'obsession. Comme s'il pensait avoir un droit sur moi. Alors j'ai pris des mesures légales. J'ai demandé une ordonnance restrictive. Et elle a été accordée. Mais, avant cela, il avait laissé une lettre devant ma maison. Une lettre pour que je la lise. Dans la lettre, il disait qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait tout ça. Que, avec cette femme, ce n'était jamais de l'amour véritable, qu'il n'avait jamais pensé l'épouser, que ce n'était que l'excitation d'avoir une autre femme. Mais que l'amour qu'il ressentait pour moi, en revanche, était réel. Qu'au début, oui, il avait eu des doutes, mais qu'après, quand ses parents lui avaient expliqué le reste du plan, il prévoyait déjà de la quitter. Et que, cette fameuse nuit où je l'ai expulsée de la maison, il allait tout m'avouer et rompre avec elle. Bien sûr. Quelle coïncidence miraculeuse, n'est-ce pas? Même si c'était vrai, cela ne me convainc pas le moins du monde. La seule partie de la lettre qui semble authentique, c'est celle où il mentionne que ses parents voulaient qu'il soit le pourvoyeur du mariage, l'homme qui devait subvenir aux besoins de cette femme. Et ça, évidemment, aurait mis fin à son temps libre consacré aux jeux vidéo. Parce que, pour la première fois de sa vie, il aurait dû travailler pour de vrai. Et assumer cette relation. Fini les emplois perdus tous les 3 mois. Ah, et il mentionnait aussi, avec une tendresse presque poétique, ses précieuses consoles de jeu. Il disait vouloir me voir au moins pour les récupérer. Dommage que personne ne lui ait dit qu'elle avait déjà été vendue. Le mois dernier, la mère de mon ex est venue chez moi. J'avais oublié de le raconter avant. Apparemment, lui ne veut pas enfreindre l'ordonnance restrictive, parce que depuis, il n'a pas essayé de me recontacter. Mais elle a jugé bon de venir en personne. Elle est venue me demander de rendre les affaires de son fils. Et quand elle a dit affaires, bien sûr qu'elle parlait des mêmes choses que moi j'avais achetées au fil des années, surtout les consoles de jeux. Parce qu'évidemment, c'est ce qui a le plus de valeur pour lui. J'ai répondu avec tout le calme du monde. Je lui ai dit que tout avait déjà été vendu. Et plus encore, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré mon compte sur la plateforme où j'avais fait les ventes. J'ai prouvé que tout cela m'appartenait légalement. Que chaque centime avait été payé par moi. Que c'était mes achats, mon argent. Et que j'étais totalement dans mon droit en vendant tout. Elle est devenue furieuse. Elle m'a accusé d'avoir vendu les affaires de son fils et a dit qu'elle allait me poursuivre en justice. J'ai ri. Je lui ai expliqué qu'elle pouvait poursuivre qui elle voulait, mais que rien de tout ça n'était à lui. Aucune de ces choses n'avait été achetée avec son argent. Aucune. Elle n'a rien répondu. Elle m'a juste regardé, avec ce visage mêlant haine, déception, une certaine lassitude. Au moment de partir, elle paraissait visiblement plus ridée qu'à son arrivée. Aujourd'hui, ma maison est redevenue seulement la mienne. Mon espace, ma paix, ma vie. Lui. Il a disparu comme il aurait dû depuis longtemps. L'ordonnance restrictive est toujours en vigueur et, à ce que je sais, il essaie encore de convaincre quelqu'un, n'importe qui, qu'il a été la victime. Mais je ne m'en soucie plus. Parce qu'après des années à être utilisé, rabaissé et manipulé, j'ai enfin choisi moi.
Et même si j'ai perdu du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie avec quelqu'un qui ne méritait même pas la moitié de ce que je lui ai offert, ce que j'ai gagné au final vaut bien plus, la liberté, la clarté et un sens de l'amour-propre qu'il n'a jamais réussi à éteindre. Peut-être qu'il a perdu la femme qu'il a le plus aimée. Mais moi, je me suis libérée de l'homme qui m'a le moins valorisé. Et vous savez quoi? C'est le meilleur échange que j'ai jamais fait. Commentaire de Madame Reddit. Quelle histoire puissante et libératrice. Tu as non seulement trouvé la force de te protéger, mais aussi d'exposer ces mensonges au grand jour. Il voulait profiter de ton amour, de ton argent et de ton énergie tout en construisant une double vie, et au final, il a tout perdu. Toi, en revanche, tu as gagné bien plus, la paix, la dignité et surtout l'amour-propre qu'il n'a jamais su apprécier. Ton courage à poser des limites et à dire assez, c'est assez, est une inspiration.